Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 16 septembre, mardi, bonjour. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a défendu les opérations militaires en cours dans la ville de Gaza, affirmant que ces frappes étaient légitimes et nécessaires pour protéger Israël du Hamas. Ces déclarations interviennent dans un contexte de surveillance internationale croissante du conflit, qui a entraîné d'importantes pertes civiles à Gaza. Dans une interview accordée à Euronews, Netanyahou a insisté sur le droit d'Israël à la légitime défense, décrivant les frappes aériennes comme une réponse directe aux attaques continues du Hamas contre les civils israéliens. Il a affirmé que les actions d'Israël visaient les infrastructures du Hamas, telles que les caches d'armes et les centres de commandement, tout en cherchant à minimiser les dommages causés aux passants innocents. Le Premier ministre a également abordé le contexte géopolitique plus large du conflit, notamment les accusations selon lesquelles les opérations israéliennes auraient causé des pertes civiles disproportionnées. Il a balayé ces inquiétudes, affirmant que le Hamas utilise les civils comme boucliers humains et opère depuis des zones densément peuplées, ce qui rend ses objectifs militaires difficiles à éviter. Netanyahou a également défendu les frappes israéliennes au Qatar, qui ont visé de hauts responsables du Hamas. Il a qualifié l'opération de mesure légitime et cruciale pour démanteler la direction de l'organisation, qu'il a décrite comme une menace directe pour la sécurité israélienne. Outre la défense de la stratégie militaire, Netanyahou a réaffirmé l'engagement d'Israël en faveur de la sécurité et de la paix, malgré la pression croissante des organismes internationaux appelant à la retenue et à un cessez-le-feu. La situation reste tendue, avec des débats en cours sur la moralité et l'efficacité des actions militaires israéliennes à Gaza. Alors que le conflit se poursuit, le gouvernement de Netanyahou est confronté à des appels croissants à rendre des comptes, tant de la part de la communauté internationale qu'en Israël. Lors d'une visite au Royaume-Uni, l'ancien président américain Donald Trump a évoqué son approche du conflit russo-ukrainien, suggérant que son administration aurait géré le conflit différemment de celle du président Joe Biden. Trump, qui critique ouvertement l'implication des États-Unis dans la guerre, a affirmé que s'il avait été au pouvoir, il aurait négocié un accord de paix entre le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky bien plus tôt. Les propos de Trump ont été comparés à l'approche de politique étrangère de l'ancien président Ronald Reagan, connu pour sa fermeté face à l'agression soviétique, mais qui cherchait également à engager des négociations diplomatiques. Cependant, la rhétorique de Trump a suscité des inquiétudes chez certains alliés et analystes des États-Unis, qui craignent que l'approche proposée n'enhardisse Poutine et ne compromette le soutien à la souveraineté de l'Ukraine. Trump a réitéré sa conviction que la guerre a été un désastre et a exprimé sa frustration face au conflit en cours, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles les États-Unis continuent d'envoyer de l'aide militaire à l'Ukraine. Il a également suggéré qu'une stratégie diplomatique plus agressive aurait pu empêcher l'escalade de la guerre. Si les déclarations de l'ancien président sont scrutées de près, elles reflètent également sa philosophie plus large de « l'Amérique d'abord », qui privilégie les intérêts nationaux et appelle souvent à réduire l'implication des États-Unis dans les conflits mondiaux. Les remarques de Trump interviennent alors qu'il demeure une figure importante du Parti républicain, nombre de ses partisans partageant son scepticisme à l'égard des engagements militaires étrangers. Alors que la guerre en Ukraine continue de dominer les discussions internationales, les propos de Trump sont susceptibles de relancer le débat sur la manière dont les États-Unis devraient gérer leur rôle dans le conflit et sur leur stratégie de politique étrangère globale. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, deux intervenants, Félix Hermenot et son épouse, la politicienne Chantal Hermenot, évoqueront les différentes options envisagées pour mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais Zelensky l'exigera. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale à Paris, une discussion importante a eu lieu avec deux intervenants de renom, Félix Hermenot, analyste géopolitique reconnu, et son épouse, Chantal Hermenot, femme politique chevronnée. Le duo a abordé la question complexe et actuelle du conflit russo-ukrainien, en se concentrant plus particulièrement sur la question soulevée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky concernant le calendrier de fin de la guerre. Félix, reconnu pour sa connaissance approfondie de la diplomatie internationale, a évoqué l'importance d'une planification à long terme pour résoudre le conflit, soulignant que si la paix est une priorité, elle nécessite des négociations prudentes et stratégiques. Il a reconnu l'urgence ressentie par Zelensky et la communauté internationale, mais a insisté sur le fait qu'une paix précipitée pourrait conduire à des solutions fragiles. Chantal Hermenot, forte de son expérience politique,
a abordé l'aspect diplomatique de la question. Elle a exprimé sa profonde empathie pour les souffrances du peuple ukrainien, soulignant la pression internationale pour trouver une solution. Elle a toutefois également souligné la nécessité d'une approche équilibrée, précisant que les négociations diplomatiques devraient impliquer toutes les parties, y compris la Russie, et que la voie vers la paix ne serait pas immédiate. Mesdames et messieurs, merci de vous être réunis aujourd'hui pour cette conférence de presse importante. Nous faisons face à une situation d'une gravité inédite, une guerre qui secoue l'Europe et perturbe la stabilité mondiale. La guerre en Ukraine a déjà causé d'innombrables souffrances humaines et a des conséquences dramatiques pour la sécurité et la paix internationale. En tant que nation, et en tant que membre de la communauté mondiale, il est de notre devoir de chercher des solutions pour mettre fin à ce conflit de manière responsable et durable. Nous comprenons tous que l'issue de cette guerre ne viendra pas du jour au lendemain. Bien que nous soyons fermement engagés aux côtés de l'Ukraine, en apportant notre soutien militaire, humanitaire et diplomatique, la fin de cette guerre nécessitera des négociations sérieuses et de longue haleine. Nous devons trouver un équilibre entre soutenir les droits légitimes de l'Ukraine à défendre son territoire et ses citoyens, et explorer des voies diplomatiques qui permettent d'arrêter ce cycle de violence incessant. Aujourd'hui, certains pourraient me demander, quand la guerre prendra-t-elle fin? C'est une question légitime, un cri du cœur lancé par des milliers de victimes innocentes. Le président Zelensky, en particulier, a exprimé des demandes légitimes et pressantes pour un plan clair sur la fin de cette guerre. Je veux être clair sur un point. La fin de ce conflit sera planifiée, mais ce processus prendra du temps. Nous avons tous compris qu'il est impératif d'agir avec une grande prudence et de ne pas précipiter une paix qui pourrait s'avérer fragile, voire trompeuse. Nous sommes conscients que les pertes humaines sont inacceptables. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires européens, l'OTAN, et d'autres acteurs internationaux pour soutenir le peuple ukrainien dans son combat pour la liberté. Nous cherchons à inclure toutes les parties prenantes dans le processus de négociation, sans jamais faire de concessions sur les principes fondamentaux du droit international et de la souveraineté des nations. Il est également essentiel de comprendre que, bien que les pourparlers de paix soient la voie ultime pour mettre fin à ce conflit, l'Ukraine ne doit pas être contrainte à des compromis qui s'apprêtent sa sécurité et son indépendance. Nous ne devons pas permettre que des dictats extérieurs influencent les décisions de l'Ukraine ou de ses alliés. Les discussions avec le président Zelensky et ses représentants sont cruciales. Nous soutenons pleinement leur demande pour une Ukraine sécurisée et libre, mais la manière de parvenir à cette paix nécessitera des discussions approfondies avec toutes les parties impliquées, y compris la Russie. Cependant, ces négociations ne se feront pas sous la pression des armes ni des ultimatums. Nous ne pouvons pas ignorer la réalité des forces militaires en présence, mais nous devons également donner à la diplomatie une chance de jouer un rôle majeur dans la réconciliation. Mesdames et messieurs, nous devons être patients, mais déterminés. Nous devons garantir que la paix ne soit pas simplement une pause dans le conflit, mais un vrai changement de dynamique, durable et respecté par tous. Ce n'est qu'alors que nous pourrons envisager une Europe en paix, où la guerre en Ukraine ne sera plus qu'un sombre souvenir. Je vous remercie. Le reportage, filmé, offre un aperçu saisissant des points de vue nuancés du couple, alors qu'ils répondent aux questions de la presse. Leur discussion met en lumière les complexités de la diplomatie, de la stratégie militaire et du coût humain qu'implique tout plan visant à mettre fin à la guerre. Les analyses de Félix et Chantal présentent la question comme étant non seulement un défi politique ou militaire, mais aussi un défi qui exige des efforts internationaux rigoureux, patients et collaboratifs. La vidéo permettra aux téléspectateurs d'observer la profondeur de cette conversation cruciale. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Dernier point de presse de Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, sur la situation au Moyen-Orient. Yémen, crise humanitaire qui s'aggrave, point de presse d'OCHA. For his briefing, and I give the floor to Mr. Tom Fletcher.
Merci, Monsieur le Président. Les événements des 2 dernières semaines, tels que décrits par l'envoyé spécial, domineront naturellement les discussions d'aujourd'hui sur le fonctionnement des Nations Unies et sur notre engagement auprès des parties au conflit au Yémen et au-delà. Je réitère donc mon soutien sans réserve aux efforts acharnés de l'envoyé spécial pour trouver une solution politique dans un contexte régional complexe. J'aborderai certaines de ces implications, mais je voudrais d'abord me concentrer sur la crise humanitaire croissante qui frappe le peuple yéménite. Monsieur le Président, la hausse des prix des denrées alimentaires, les menaces pesant sur notre sécurité, l'effondrement de notre économie et la persistance du conflit ont fait du Yémen le 3e pays le plus touché par l'insécurité alimentaire au monde. D'ici février prochain, on estime qu'1 million de personnes supplémentaires seront confrontées à une famine extrême, rejoignant ainsi les 17 millions de Yéménites qui manquent cruellement de nourriture. Cela inclut plus de 40 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire catastrophique. 70% des ménages yéménites n'ont pas suffisamment de nourriture pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Il s'agit du taux le plus élevé jamais enregistré. Près de la moitié de la population du pays souffre désormais de privations alimentaires graves, contre 36% il y a seulement un an. Une famille sur 3 souffre de faim modérée à sévère. Dans un ménage sur 5, une personne passe une journée et une nuit entière sans manger. J'ai déjà tiré la sonnette d'alarme ici, mais ce rapport confirme nos pires craintes et les vôtres. Monsieur le Président, le côté positif. Malgré le manque de financement et un environnement opérationnel difficile, les humanitaires, avec un immense courage, sont intervenus auprès des personnes les plus démunies. À Aja, les organisations humanitaires ont renforcé leurs interventions pour faire reculer l'insécurité alimentaire aiguë croissante après la mort d'enfants de faim dans les camps de déplacés. Les partenaires ont intensifié leur soutien financier vital, leur distribution alimentaire en nature et leurs kits d'hygiène. Ils ont rétabli l'approvisionnement en eau potable et mis en place des points de santé pour apporter une aide sanitaire et nutritionnelle essentielle. Sur les 98 000 personnes ayant un besoin urgent d'aide, 76 000 ont reçu une aide supplémentaire début septembre, et d'autres sont en cours d'acheminement. À Ameran, le soutien du Fonds humanitaire du Yémen a permis aux partenaires locaux de fournir des soins de santé et de nutrition à 15 000 personnes en situation critique, notamment à l'hôpital rural de Massoui. Et à Marib, l'UNICEF et la Maison Blanche, avec le soutien du Fonds humanitaire du Yémen, fournissent des services de nutrition dans 4 hôpitaux, soignant des centaines d'enfants, de femmes enceintes et de jeunes mères souffrant de malnutrition sévère. Les partenaires humanitaires ont également aidé plus de 172 000 personnes touchées par les fortes pluies et les inondations, notamment en leur fournissant des articles non alimentaires, des abris, des kits d'hygiène et de l'eau potable. Je salue leur dévouement dans des circonstances aussi difficiles et je leur suis reconnaissant du soutien que nous recevons. Mais, Monsieur le Président, si nous réalisons des progrès, ils ne suffisent pas. Un environnement opérationnel de plus en plus difficile nous empêche d'atteindre les personnes dans le besoin ou de sauver suffisamment de vies. Les coupes budgétaires coûtent également des vies. Par exemple, outre la crise d'insécurité alimentaire, 2 millions de femmes et de filles ont déjà perdu l'accès aux services de santé reproductive, alors qu'une femme meurt déjà toutes les 2 heures pendant sa grossesse. Je reste profondément préoccupé par la poursuite des hostilités entre les parties, qui ont fait de nombreuses victimes et endommagé des infrastructures essentielles. Les frappes aériennes contre l'Afrique du Sud et Ajalf depuis le dernier briefing du Conseil auraient fait plus de 300 victimes. Le droit international humanitaire doit être respecté. Les civils et les biens civils doivent être protégés. Monsieur le Président, dans ce contexte difficile, la détention de 22 autres membres du personnel des Nations Unies par les autorités de facto outils depuis le 31 août est intolérable. Ces personnes s'ajoutent aux 23 membres du personnel déjà détenus, ainsi qu'à des dizaines de membres du personnel et d'anciens membres du personnel des agences d'aide humanitaire internationale, de la société civile et de missions diplomatiques. Je réitère donc les principales exigences que vous avez formulées en tant que Conseil dans votre déclaration du 12 septembre, la libération immédiate de toutes les personnes détenues par les autorités de facto et votre message clair, les personnes qui fournissent l'aide humanitaire doivent être protégées.
La détention arbitraire de 44 membres du personnel de l'ONU, l'entrée forcée dans les bureaux de l'ONU et la saisie de matériel compromettent fondamentalement notre capacité à continuer d'intervenir à grande échelle dans ces lieux. Comme ce Conseil l'a également demandé vendredi, il est essentiel que toutes les parties garantissent un environnement opérationnel sûr et sécurisé. Nous avons désormais le devoir envers notre personnel de prendre toutes les mesures raisonnables pour atténuer les risques croissants auxquels il est confronté. Nous sommes désormais confrontés à des choix difficiles quant à la manière de trouver le juste équilibre entre cette protection et le travail vital que nous accomplissons en votre nom. Il est donc scandaleux, à l'heure où les humanitaires tentent de servir le peuple yéménite tout en étant confrontés à des coupes budgétaires, que notre capacité opérationnelle soit réduite inutilement. Détenir du personnel humanitaire n'aide pas le peuple yéménite. Cela ne nourrit pas les affamés, ne soigne pas les malades et ne protège pas les personnes déplacées par les inondations ou les combats. Le personnel des Nations Unies et des organisations humanitaires doit être protégé pour pouvoir faire son travail et sauver des vies. Le peuple yéménite, où qu'il vive, doit recevoir l'aide humanitaire dont il a besoin. Il mérite un avenir plus sûr, plus juste et plus prometteur. Alors, Monsieur le Président, je conclus par 3 simples appels à l'action. Premièrement, la libération immédiate de tous les collègues détenus arbitrairement. Si vous avez de l'influence, vous devez l'utiliser. Deuxièmement, la restitution des bases de l'ONU par les forces de sécurité afin que les partenaires humanitaires puissent faire leur travail. Et troisièmement, votre financement pour notre réponse à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Nous ne devons pas laisser la faim de masse définir l'avenir du Yémen. Merci. The people of Yemen, wherever they may live, must receive the humanitarian aid that they need. They deserve a future of greater security, justice, and opportunity. So, Mr. President, I close with 3 simple calls to action. Firstly, the immediate release of all colleagues who are arbitrarily detained. And if you have influence, you must use it. Secondly, the return of UN compounds by security forces to ensure that humanitarian partners can do their work. And thirdly, your funding for our response to food insecurity and malnutrition. We must not allow mass hunger to define the future of Yemen. Thank you. I thank Mr. Fletcher for his briefing. Le sommet arabo-islamique d'urgence, réuni à Doha, a apporté une réponse mitigée à la récente frappe aérienne israélienne contre des cibles du Hamas à Gaza. Si certains dirigeants ont fermement condamné l'attaque, la qualifiant de violation du droit international, d'autres se sont montrés plus prudents, appelant à la retenue face à l'escalade du conflit. Le sommet, auquel ont participé des représentants de l'ensemble du monde arabe et islamique, s'est concentré sur la détérioration de la situation à Gaza et au Moyen-Orient. La frappe aérienne israélienne, qui a visé des infrastructures clés du Hamas, a été présentée par les responsables israéliens comme une mesure nécessaire pour protéger les civils israéliens des tirs de roquettes incessants. Cependant, les critiques lors du sommet ont affirmé que ces frappes avaient touché les civils de manière disproportionnée et aggravé la crise humanitaire à Gaza. Certains dirigeants ont exprimé leurs inquiétudes face aux actions d'Israël, accusant le pays d'escalade de la violence et de ne pas rechercher de solution diplomatique au conflit. Parallèlement, lors du sommet, des voix se sont élevées pour souligner la nécessité d'une approche unifiée et stratégique afin de soutenir la cause palestinienne sans attiser de nouvelles violences dans la région. Plusieurs dirigeants ont appelé à une intervention internationale immédiate pour apaiser les tensions et éviter de nouvelles victimes civiles. Quelques délégations ont également réitéré leur engagement à fournir une aide à Gaza et à soutenir la souveraineté palestinienne. Les réactions mitigées soulignent la complexité de la position arabo-islamique sur le conflit entre Israël et le Hamas, reflétant de profondes divisions au sein de la région sur la meilleure façon d'aborder la situation. Si le sommet a réaffirmé l'importance des droits des Palestiniens, les appels à une réponse équilibrée et mesurée aux actions israéliennes ont démontré la difficulté de parvenir à un consensus sur une question aussi sensible. Kash Patel, ancien conseiller principal de Donald Trump, a récemment évoqué certaines des erreurs majeures commises par l'administration Trump dans une nouvelle interview, offrant un aperçu de la dynamique au sein de l'équipe de l'ancien président. Connu pour ses liens étroits avec Trump, Patel a reconnu que des erreurs avaient été commises durant son mandat, notamment dans la gestion de certains dossiers de sécurité nationale et dans la communication interne.
Tout en défendant nombre des politiques de Trump, Patel a évoqué avec franchise les moments où les actions ou décisions de l'administration ont pu être mal gérées, tirant les leçons de ces erreurs pour les futures campagnes politiques ou le leadership. Les commentaires de Patel ont souligné un manque de coordination entre les principaux conseillers, ce qui a parfois conduit à des messages incohérents ou à des réponses tardives aux crises émergentes. Il a également évoqué certaines tensions internes, suggérant que les membres du personnel n'étaient pas tous d'accord sur les questions majeures, ce qui a compliqué la mise en œuvre d'une stratégie unifiée. Malgré ces erreurs, Patel a souligné que l'approche globale de Trump, notamment sur des questions telles que la sécurité des frontières et la politique étrangère, a été largement couronnée de succès. L'interview, qui fait suite à une série de réflexions d'anciens alliés de Trump sur l'héritage de l'administration, met en lumière les luttes intestines qui ont eu lieu en coulisses. Patel a également suggéré que les médias ont souvent déformé la véritable nature des intentions de l'administration, donnant lieu à une représentation inéquitable de ses actions. Alors que l'équipe Trump se prépare à une éventuelle nouvelle campagne présidentielle, l'analyse de Patel constitue à la fois une excuse pour les erreurs passées et une réflexion stratégique sur la manière d'aborder les défis futurs avec une plus grande cohésion. Si son analyse est perçue par certains comme une tentative de redorer l'image du leadership de Trump, elle soulève également des questions quant à l'orientation future de la machine politique de l'ancien président. Et maintenant les nouvelles sportives. Le skieur italien Matteo Franzoso est décédé tragiquement des suites d'un accident de ski lors d'une compétition dans les Alpes suisses. Âgé de 25 ans, connu pour sa carrière prometteuse en ski alpin, cet athlète a été victime d'une chute dévastatrice alors qu'il évoluait sur une piste de descente difficile. Malgré des soins médicaux immédiats et un transport aérien vers un hôpital voisin, Franzoso a succombé à ses blessures, laissant la communauté du ski dans le deuil. Franzoso était reconnu sur la scène internationale du ski pour ses performances impressionnantes ces dernières années, et espérait représenter l'Italie aux futurs championnats du monde et aux Jeux olympiques d'hiver. Sa mort a provoqué une onde de choc dans le monde du ski et dans la communauté sportive au sens large. Les hommages ont afflué de la part de ses collègues athlètes, entraîneurs et supporters, tous rendant hommage à son talent et à son dévouement pour ce sport. L'incident s'est produit lors d'une compétition de haut niveau, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux mesures de sécurité en ski de compétition. Les organisateurs de l'événement se sont engagés à mener une enquête approfondie sur les causes de l'accident et à revoir les protocoles de sécurité afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Les experts du ski ont exprimé leur tristesse face à la perte d'un jeune athlète talentueux dont la carrière commençait tout juste à s'épanouir. Ce tragique accident met en lumière les risques inhérents au ski de compétition, notamment lors des épreuves de vitesse. Alors que l'enquête se poursuit, le monde du ski s'interroge sur les risques auxquels les athlètes sont confrontés dans leur quête d'excellence et sur la nécessité d'améliorer constamment les équipements de sécurité et la réglementation des épreuves. La disparition prématurée de Matteo Franzoso a laissé un vide dans le sport. Nombreux sont ceux qui se souviennent de lui non seulement pour ses qualités athlétiques, mais aussi pour sa passion et son avenir prometteur, tragiquement interrompu. NWSL player Savannah DeMelo collapsed during a recent match, prompting immediate concern from teammate, coach, and fan. The 24-year-old midfielder, who plays for Racing Louisville FC, suddenly fell to the ground during the second half of the game, causing a pause in play while medical staff rushed to her aid. The team later confirmed that DeMelo had received medical attention on site and was transported to a nearby hospital for further evaluation. Initial report indicated that DeMelo was responsive following the incident, but the cause of her collapse remained unclear. The NWSL and Racing Louisville officials assured the public that her condition was being closely monitored and that they would provide updates as soon as more information was available. Fans and players across the league expressed their support for DeMelo, with many taking to social media to send well wishes and prayers for her recovery. DeMelo has been a key player for Racing Louisville, known for her skill and composure in midfield. Her sudden collapse has raised concerns about player safety, especially regarding the intense physical demands of professional soccer. As the league and medical experts look into the cause, there is an increased focus on ensuring the health and well-being of athletes, particularly in high-stakes competition. The incident has also sparked discussion about the importance of thorough medical checks and protocol for all athletes. While the exact details of DeMelo's condition are still forthcoming, the soccer community remains hopeful for her full recovery,
and their team continue to express its support as they await further update. À l'approche des championnats du monde d'athlétisme, un nouveau problème de santé est apparu dans ce sport, la goutte. Connue principalement comme une forme douloureuse d'arthrite, la goutte suscite une attention accrue, certains athlètes ayant commencé à ressentir des poussées dues aux exigences physiques intenses de leur entraînement. La goutte, qui résulte de l'accumulation de cristaux d'acide urique dans les articulations, peut gravement affecter les performances d'un athlète, provoquant gonflements, douleurs intenses, voire lésions articulaires si elle n'est pas traitée. La prise de conscience croissante de l'impact de la goutte sur les athlètes de haut niveau a suscité un débat sur la gestion et la prévention de cette maladie dans le sport de haut niveau. Les experts suggèrent que l'effort physique lié à un entraînement intense, combiné à des facteurs alimentaires, pourrait contribuer à un risque accru de goutte chez les athlètes. Les effets de cette maladie peuvent être invalidants, entraînant des absences à des compétitions ou une baisse de performance. Les athlètes participant aux prochains championnats du monde sont vivement encouragés à privilégier une alimentation et une hydratation adéquates, ainsi que des examens médicaux réguliers, afin d'éviter les complications. Certains athlètes ont ouvertement évoqué leurs difficultés avec la goutte, soulignant l'importance d'un dépistage et d'un traitement précoce. À l'approche des championnats, nombreux sont ceux qui craignent que cette maladie n'affecte les athlètes clés, reconnus pour leurs compétences exceptionnelles et leurs succès antérieurs. Les organisateurs de l'événement ont également fait preuve de proactivité, veillant à ce qu'un soutien médical et des ressources de gestion de la goutte adaptées soient mis à la disposition de tous les athlètes pendant la compétition. Alors que les meilleurs athlètes du monde se préparent pour les championnats, la menace imminente de la goutte rappelle l'impact physique que peut avoir la compétition de haut niveau. Les experts continuent de souligner l'importance d'une prise en charge globale des athlètes, préconisant de mettre l'accent sur la prévention des blessures, la nutrition et la prise en charge précoce de maladies comme la goutte. Et merci beaucoup pour l'actualité d'aujourd'hui. Ici Émilie Granger, je vous dis au revoir, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Mathieu Augustin. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.